À Nuremberg, l'évocation de cet épisode débute par un incident. Le témoin Gisevius, avant de déposer en faveur de Schacht, fait part à la cour d'une conversation assez singulière qui eut lieu en sa présence entre M. Stammer, avocat de Göring, et Madame Dix, défenseur de Schacht. Göring, paraît-il, voudrait éviter à tout prix qu'on étale en public les sordides dessous de l'affaire Blomberg, afin de respecter la mémoire d'un soldat qui vient de s'éteindre. Blomberg, en effet, est mort quelques semaines avant l'ouverture du procès. Et comme le témoin Gisevius, désireux de décharger Schacht, risque d'évoquer cette pitoyable histoire, Göring, par l'intermédiaire de son avocat, lui met le marché en main. Ou bien Gisevius glisse sur l'affaire, ou bien Göring videra son sac. Et dans le déballage, on trouvera quantité de charges contre Schacht. Ultimatum qui rappelle fâcheusement les beaux jours du règne hitlérien, dont les dignitaires s'arrangeaient toujours pour laver leur linge sale en famille. Pourtant, il y en avait du linge sale. À la fin du procès, le monde entier en aura la nausée. Mais le témoin Gisevius sait que ce régime-là est terminé, et il connaît trop bien Göring pour croire un instant que le gros maréchal est uniquement cherché à protéger la mémoire d'un soldat. Les sentiments chevaleresques ne sont pas précisément dans la tradition des chefs nazis. En réalité, Göring ne cherche qu'à se protéger lui-même. Et comme Gisevius n'a aucune raison de le ménager, c'est lui qui va vider son sac. Gisevius. Le 12 janvier 1938, un bref communiqué de presse annonça le mariage du maréchal von Blomberg, ancien ministre de la guerre. Quelques jours plus tard, les journaux publièrent une photo du couple, prise comme un fait exprès devant l'enclos des singes, au zoo de Leipzig. Très vite, des rumeurs commencèrent à circuler au sujet du passé de la maréchale. Le préfet de police de Berlin fut bientôt en possession d'un dossier accablant. Le maréchal von Blomberg était allé chercher son épouse dans les bas-fonds. Une fille publique, pour employer un terme officiel, en carte dans 7 grandes villes d'Allemagne, et en plus, titulaire d'une condamnation pour vente de photos pornographiques. Le préfet de police, à l'époque le comte Eldorf, fut très embarrassé. Étant donné le grade et les fonctions de Blomberg, il devait transmettre le dossier par la voie hiérarchique à Himmler, grand maître de toutes les polices du Reich. Or, le SS Himmler détestait sinon l'armée, du moins cette partie de la noblesse prussienne qui en constituait l'ossature. Sans aucun doute, il se servirait du dossier pour attaquer violemment l'ensemble du haut commandement. Eldorf, anxieux d'éviter un tel scandale, décida d'ignorer la sacro-sainte hiérarchie de son administration. Il porta le dossier explosif à Kettel, collaborateur intime de Blomberg, et même indirectement son parent par alliance, puisque sa fille venait d'épouser le fils que Blomberg avait d'un premier mariage. Kettel, épouvanté, ne sut que lui conseiller de s'adresser à Göring. Celui-ci prétendit ne pas avoir eu connaissance de la condamnation de Madame von Blomberg. En revanche, il admit que le maréchal lui-même l'avait mis au courant de certains faits. Quelques mois plus tôt, Blomberg avait demandé à Göring si, à son avis, il pouvait sans déchoir avoir une liaison avec une jeune femme de basse extraction. Un peu plus tard, il s'était de nouveau adressé à Göring, cette fois pour solliciter son appui officiel. Il voulait obtenir l'autorisation d'épouser cette dame qui avait un passé, comme il s'exprimait pudiquement. Encore un peu plus tard, Blomberg était revenu pour supplier Göring de l'aider. L'élu de son cœur, expliquait-il, avait malheureusement un deuxième soupirant. Göring fit remettre à l'importun une somme coquette, en devise, et l'ordre de disparaître quelque part en Amérique du Sud, sans esprit de retour. Fait curieux, il s'abstint d'en informer Hitler. Mieux encore, il fut, avec le Führer, témoin d'honneur au mariage qui unit enfin Blomberg à la dame au passé. À présent, cependant, il y avait ce terrible dossier. Göring l'enleva à Eldorf, puis, ayant pris peur, le transmit à Hitler. Celui-ci, après une bonne crise de nerfs, décida de révoquer Blomberg sur le champ. Pour le remplacer au ministère de la Guerre, il avait son candidat tout prêt, le général d'armée von Fritsch. Il s'en ouvrit à Göring et Himmler, qui, loin de l'approuver, soulevèrent aussitôt une objection de poids. L'existence d'un autre dossier,
relatif à une affaire où Fritsch s'était rendu coupable d'un acte qualifié de crime par le code pénal allemand. Une affaire assez vieille puisqu'elle remontait à 1935. À l'époque, la Gestapo, cherchant qui dévorer, et ne découvrant sans doute pas assez d'ennemis du régime, avait eu l'idée de poursuivre également les homosexuels. En Allemagne, les relations homosexuelles tombent en effet sous le coup de la loi. Les policiers, afin de dépister un maximum de délinquants, avaient fait le tour des prisons et maisons de force et sollicité le concours de détenus condamnés pour chantage à l'égard d'homosexuels. Au cours de cette singulière enquête, ils avaient eu la rare aubaine de trouver un prisonnier qui pourrait leur offrir une histoire particulièrement croustillante. En fait, tellement scabreuse qu'on ne peut décemment la répéter en public. D'après le détenu, le triste héros en était un certain von Fritsch, ou von Frisch. Il ne se rappelait pas exactement le nom. Dès 1935, la Gestapo remit cette déposition à Hitler. Scandalisé, le Führer ordonna la destruction immédiate du dossier. Ainsi, grondait-il, on n'entendrait plus parler de cette cochonnerie. Mais voici qu'en 1938, 3 ans plus tard, Göring et Himmler évoquent de nouveau cette affaire. Mieux encore, le chef SS Heydrich, futur bourreau de la Tchécoslovaquie, réussit à retrouver le dossier soi-disant brûlé. Göring, de son côté, s'offre à faire amener le détenu en question à la chancellerie. Bien entendu, la voiture cellulaire fera d'abord un crochet par Carinol, où Göring menace le forçat d'une exécution immédiate s'il avise de se rétracter. À ce passage de son récit, le témoin est interrompu par Maître Dix, avocat de Schacht. Maître Dix. Comment se fait-il que vous sachiez tout cela? Gisevius. On en a longuement parlé par la suite au tribunal militaire du Reich. J'assistais aux discussions et délibérations en ma qualité de haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Maître Dix. Je vois. Si vous voulez continuer. Gisevius. Donc le général von Fritsch fut convoqué à la chancellerie où Hitler lui apprit l'infâme accusation dont il faisait l'objet. Fritsch, gentilhomme jusqu'au bout des ongles, fut indigné. En présence de Göring, il affirma sur son honneur de soldat que l'histoire de ces aberrations était inventée de toutes pièces. Hitler, sans même répondre, se dirigea vers une petite porte et l'ouvrit. Et Fritsch, éberlué, vit entrer le forçat qui, le montrant du doigt, déclara d'un ton catégorique « C'est lui ». Sidéré, le malheureux général mit un certain temps à se ressaisir. N'ayant aucune possibilité de réfuter un témoignage aussi formel, il pouvait seulement exiger une enquête. Mais Hitler ne voulut rien savoir. D'un ton cassant, il mit Fritsch en demeure de donner immédiatement sa démission. En échange d'un départ discret, il accepterait d'étouffer le scandale. Fritsch refusa de s'incliner, se retira et le jour même alerta le général Beck, chef d'état-major général. Beck intervint aussitôt auprès de Hitler avec courage et énergie. Une accusation aussi monstrueuse, exposa-t-il, ne pouvait être établie que par une enquête judiciaire. Il y eut des discussions orageuses à la chancellerie. Pour y mettre fin, Hitler convoqua tous les chefs militaires, qui à ce moment-là n'étaient encore au courant de rien, et leur annonça brutalement la grande nouvelle, la révocation du maréchal von Blomberg, ministre de la guerre, et le remplacement de von Fritsch, commandant en chef, par von Broschitsch. Cependant, l'affaire Fritsch n'était pas terminée pour autant. Des semaines durant, la composition de la cour militaire chargée de statuer sur sa demande de réhabilitation donnait lieu à d'âpres luttes entre partisans et adversaires des méthodes hitlériennes. Pour ces derniers, l'enjeu dépassait singulièrement la personne de Fritsch. Cette fois, enfin, ils allaient avoir l'occasion de démontrer, devant une haute instance judiciaire, l'ignominie des procédés qu'employait la Gestapo pour liquider les opposants au régime. Les magistrats désignés, le tribunal se mit au travail. On interrogea les témoins de la Gestapo. On éplucha les procès-verbaux, on procéda à des reconstitutions. Très vite, les juges purent établir qu'il s'agissait d'une confusion, certainement volontaire. L'auteur principal du délit de mœurs était non le général von Fritsch, mais un capitaine en retraite du nom de von Fritsch. En outre, l'enquête permit de constater un fait encore plus troublant. Dès le 15 janvier,
La Gestapo savait à quoi s'en tenir, puisque ce jour-là, elle perquisitionna chez le capitaine et interrogea sa gouvernante. Or, ce fut 9 jours plus tard que Göring amena le forçat à la chancellerie pour qu'il désignât le général von Fritsch. En d'autres termes, Göring, en organisant cette mise en scène, provoqua sciemment un faux témoignage. Fort de ces éléments, et persuadé d'être en présence d'une gigantesque manœuvre, nous entreprîmes alors de gagner à notre cause le général von Broschitsch, nouveau commandant en chef de l'armée. Nous estimions qu'il devait exiger, devant la cour martiale, un supplément d'informations. Maître Dix. Un instant, je vous prie. Quelle personne désignez-vous par nous? Gisevius. Un groupe qui s'était formé spontanément, en quelque sorte, et dans lequel Schacht jouait un rôle particulièrement actif. Ce fut lui qui prit contact avec l'amiral Raeder, le général von Broschitsch, le général von Rödstedt et jusqu'à Gertner, alors ministre de la Justice, pour leur expliquer que le moment d'agir était venu. Il insistait sur la nécessité d'exploiter cette crise. Il répétait qu'il appartenait aux généraux de délivrer l'Allemagne de ce régime de terreur. Je puis d'ailleurs affirmer que Broschitsch promit solennellement de passer à l'attaque. Je suis en mesure d'apporter cette précision pour la bonne raison que cet engagement, Broschitsch le prit devant et envers moi. Toutefois, il posa une condition. Hitler jouit toujours d'une énorme popularité. Nous devons donc tenir compte du véritable mythe qui s'est formé autour de lui. Afin de fournir au peuple allemand et au monde entier l'ultime preuve de sa duplicité, attendons que la cour militaire ait rendu son jugement. Broschitsch recula donc la date de son intervention jusqu'au jour du verdict. Ce retard devait se révéler lourd de conséquences. Dans le domaine de l'intrigue et du calcul, Hitler pouvait rendre 1 million de points aux plus rusés de ses généraux. Comme toujours dans ce genre d'affaires, il avait pris les devants en nommant Göring président de la cour militaire. Le jour fixé, la cour se réunit donc sous la présidence de Göring, délibéra pendant plusieurs heures et s'ajourna à cause des circonstances exceptionnelles. Car justement, ce jour-là, Hitler prit la décision de faire pénétrer ses armées en Autriche. C'était donc pour cela que le président de la cour militaire tenait à ce que les ordres de marche fussent donnés avant le jugement. Ces ordres qui allaient forcer les troupes à faire mouvement non vers l'intérieur sur Berlin, mais en direction de l'extérieur sur Vienne. La cour ne put se réunir à nouveau qu'au bout d'une semaine. À ce moment-là, la partie était jouée. Hitler triomphait sur toute la ligne. Les généraux venaient de livrer l'aventure extraordinaire d'une campagne où ils avaient récolté des applaudissements et des fleurs, le peuple était en liesse, et chez les derniers opposants au régime, la confusion devenait totale. À présent, le verdict pouvait être prononcé sans danger. Il constata certes l'innocence complète de von Fritsch, mais Broschitsch estimait que cette preuve officielle des menées nazies venait trop tard. Dans le nouveau climat psychologique créé par l'Anschluss, il ne se reconnaissait plus le droit de tenter un coup d'État. Le témoin a terminé. Il s'incline et quitte la barre. Sa déposition a mis en lumière un épisode jusqu'alors peu connu de l'histoire du Troisième Reich. L'affaire Fritsch, qui, à 24 heures près, aurait déclenché le soulèvement de l'armée. Amère ironie du sort, sans ce décalage minime, l'humanité aurait très probablement fait l'économie du cauchemar hitlérien. Des camps d'extermination, comme des sanglantes batailles. Des navires coulés, comme les villes ravagées. À une journée près. La grande masse du peuple allemand ne se rend encore compte de rien. L'Anschluss, réalisé sans un coup de fusil, quant au coup de matraque ils s'entendent bien moins, enivre jusqu'aux plus réticents. Ivresse qui persistera un certain temps. Quand 18 mois plus tard, en septembre 1939, on annonce la mort de von Fritsch, tombé devant Varsovie, la nouvelle passe inaperçue. Seuls les intimes du malheureux général savent qu'il a cherché cette mort. Mais un cadavre, fût-il celui d'un général, signifie moins que rien dans cette Allemagne nazie qui en produira par millions.